Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h. Voici les titres. Une délégation chinoise chez le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. La rencontre tenue au palais présidentiel a porté sur le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Les banques ivoiriennes se portent bien. Elles ont injecté en 2017 plus de 4 milliards de francs CFA dans l'économie du pays. Aussi ont-elles décidé de se rapprocher des populations. Henri Michel n'est plus. L'ex-sélectionneur des éléphants est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans. Sa mort a plongé le football français et africain dans le deuil. Merci de suivre cette édition. Rendons-nous au palais présidentiel où le vice-président ivoirien a échangé avec une délégation chinoise en mission en Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Jérôme Kofi Aboulin. Une délégation chinoise forte d'une vingtaine de membres. En mission en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, cette délégation de haut niveau a été reçue ce mardi 24 avril 2018 au palais présidentiel par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Nous avons eu des échanges ce matin sur l'approfondissement de la coopération sino-ivoirienne et nous avons beaucoup apprécié le développement des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord pour faire progresser davantage notre coopération bilatérale en matière de production industrielle. En s'appuyant sur la mise en œuvre des projets prioritaires dans la coopération industrielle. Et sur ce point-là, nous avons dégagé un large consensus après des échanges et des discussions très approfondies. Donc, toutes les deux parties sont prêtes à continuer à élargir et à approfondir notre coopération au bénéfice de nos peuples respectifs. Avant de rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la délégation chinoise a eu plusieurs séances de travail technique avec un certain nombre de ministères. Il s'agit de ceux en charge de l'industrie et des mines, des infrastructures économiques, des transports, du pétrole et de l'énergie. Des ministères tous porteurs de grands projets inscrits au programme de coopération financière sino-ivoirien pour la période 2016-2020. Les banques et établissements financiers ivoiriens fonctionnent bien. En 2017, en plus de leur bonne performance, ils ont injecté dans l'économie ivoirienne 4 milliards 718 millions de francs CFA. L'information a été donnée lors de la rentrée 2018 de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Francis Boifou. En 2017, les banques ivoiriennes ont injecté dans l'économie la somme de 4 718 milliards de francs CFA. Pour 2018, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, veut faire mieux. Nous avons pris l'engagement de renforcer le financement en destination des petites et moyennes entreprises. Nous allons aller vers les populations pour leur parler de l'importance d'avoir un compte bancaire, d'avoir donc une relation avec le système bancaire. Au 31 décembre 2017, les ressources collectées par l'APBFC s'élevaient à 9 507 milliards de francs CFA. Pour le financement des projets de développement cette année, l'État attend beaucoup des banques et établissements financiers. Il faudrait que ces banques continuent d'appuyer l'État pour que nos mobilisations de ressources puissent se faire en interne. Nous fonctionnons en union et nous avons un pool commun de devises. Les banques doivent de plus en plus faire en sorte que les ressources issues des recettes d'exportation puissent être rapatriées pour alimenter ce pool commun de devises. L'État souhaite que les banques essaient de voir, dans la mesure du possible, à la baisse les taux d'intérêt qui accompagnent ces crédits qui sont alloués, toutes choses qui devraient permettre aux acteurs économiques d'aller de l'avant. L'objectif étant d'augmenter le taux de bancarisation, actuellement de 16% contre 7,1% en 2007. Pour rappel, les banques ivoiriennes ont injecté en 2017 4 718 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Et notez que le réseau bancaire ivoirien comprend 30 structures, 666 agences et environ 940 guichets automatiques.
Dans le domaine agricole, on s'intéresse aux 8e assises de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Elles se tiennent à Korogo pendant 3 jours. Les participants vont réfléchir aux voies et moyens pour adapter l'agriculture au changement climatique. Léon Prou. Pénurie d'eau, perte de récoltes en zone ivoirienne de savane, des phénomènes provoqués par les variations des paramètres climatiques de la vie d'agronomes. Les présentes assises, les 8e de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, donc pour trouver les issues scientifiques, techniques et technologiques qui assurent la durabilité et la productivité agricole dans cette zone de savane au climat soudanien malgré le changement climatique. Les innovations sont déjà au niveau de la matière de recherche. C'est donc de leur transférer toutes ces technologies qui sont déjà connues et qui sont déjà maîtrisées ailleurs, afin qu'ils puissent changer leur méthode culturelle, par exemple. Il y a de nouvelles ressources qui sont déjà disponibles, qui sont adaptées à la période de sécheresse, qui peuvent être cultivées. Participent à ces assises enseignants-chercheurs, chercheurs, agronomes et techniciens d'encadrement, 200 au total que soutiennent le ministère de l'Agriculture et le parrain de ces assises, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Son représentant, le ministre de l'Enseignement supérieur, salue la reprise des activités de l'AISA, toute chose pour que l'agriculture reste le moteur de l'économie ivoirienne par sa capacité à répondre aux défis. Le développement économique et social de la Côte d'Ivoire repose fondamentalement sur l'agriculture. Ce secteur représente 28% du PIB, 50% des recettes d'exportation et 2 tiers des sources d'emploi et de revenus de la population. Cependant, face au changement climatique, l'agriculture en Côte d'Ivoire reste confrontée à des défis majeurs. En effet, les pollutions environnementales, les engrais et les pesticides chimiques entraînent une réduction des sols cultivables et partant donc du rendement agricole, notamment dans la zone soudano-sahélienne de la cité du Pôle. Entre autres partenaires de ces assises, dont les conclusions sont attendues pour ce 26 avril 2018, l'Université de Korogo et le Centre d'excellence africain sur le changement climatique. Les acteurs de la filière anacarde optent pour la création d'une organisation professionnelle agricole. Réunis à Yamoussoukro le samedi dernier, ils ont procédé à l'élaboration des textes de leur future association. Charles Tatou. La production ivoirienne de noix de cajou risque de connaître une chute du fait des maux qui minent la filière. Mots qui ont pour nom non-respect des prix fixés par l'État et fuite des produits vers les pays voisins. L'ampleur des difficultés de la campagne agricole en cours interpelle. Les plus concernés, les acteurs de la filière eux-mêmes. Ils ont décidé de bannir leur querelle de personnes au profit de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Le processus a démarré depuis Yamoussoukro. La ville a accueilli tous les acteurs de la chaîne de commercialisation de la noix de cajou, notamment les producteurs, acheteurs, transporteurs et exportateurs. En Afrique de l'Ouest, précisément la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde. Et puis on trouve que vraiment les enfants de ce pays-là, il y a certaines personnes qui sont dans l'air sans jusqu'à aujourd'hui sont pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on ne veut plus de petites solutions, on veut des solutions à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité qui est claire pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la filière. Les travaux de Yamoussoukro ont porté sur l'élaboration des textes de cette association. Nous sommes à peu près 400 000 producteurs. Il y a les exportateurs, il y a les transformateurs, il y a les commerçants. Donc il est important pour nous parce qu'il ne faut pas mettre une interprofession de nom. Il faut mettre une interprofession qui travaille effectivement pour l'interprofession et les acteurs de la filière. Nous ne voulons pas nous tromper dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'un monsieur soit parmi nous pour nous permettre de respecter les textes de mise en place de cette interprofession. Une organisation interprofessionnelle agricole. Les acteurs de la filière anacarde estiment qu'elle est la seule arme pouvant permettre de lutter efficacement contre les pratiques des acheteurs véreux. Au cadre de la préservation du parc national de la Comoé, un atelier bilan s'est tenu ici à Abidjan. Initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves, cette rencontre a planché sur les initiatives en faveur des populations riveraines dans le but de réduire les agressions sur le parc. Lancine Bakayoko.
Le parc national de la Comoé, c'est 1 149 150 hectares de biodiversité inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Cette richesse naturelle, la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux s'investissent pour la préserver pour les générations futures. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, chargé de la gestion du parc de la Comoé, a mis en place des programmes. Le but, empêcher toute action de l'homme visant à dégrader le parc. Pour y parvenir, 62 microprojets estimés à 300 millions de francs CFA ont été élaborés au bénéfice des populations riveraines. 5 localités sont concernées par ces microprojets: Nassian, Bouna, Teini, Kong et Dabakala. Les 300 millions de francs CFA devront servir à construire des écoles, des forages, des centres de santé, ainsi que la création de fermes avicoles et piscicoles et d'usines de transformation du karité. Mais déjà, l'OIPR peut compter sur l'appui de la coopération allemande qui a dégagé 25 millions de francs CFA pour la surveillance du parc de la Comoé. Le directeur de la zone nord-est de l'OIPR, Roger Kwadioyao, et son équipe entendent poursuivre ces efforts car le parc national de la Comoé et celui de Taï marquent la volonté de la Côte d'Ivoire de préserver l'environnement et de promouvoir le développement durable. En santé, gros plan sur la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil. Une maladie très ancienne qui continue de causer des problèmes sociaux et économiques. Pour le ministère de la Santé, cette pathologie doit être éliminée. Il a mis en place en 2007 un programme dans ce sens, programme soutenu par des instituts de recherche. Et justement, l'un d'entre eux a procédé ce mardi à Djamé au lancement d'un film de sensibilisation. Ami Sissoko. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer un peu? Mon corps chauffe beaucoup. Ton corps chauffe? J'ai très mal à la tête. Je suis très affaibli. Il y a un peu longtemps? Il y a longtemps même. Et tu dors beaucoup, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je dors très beaucoup. À tout moment, je ne fais que dormir. Ce sont là les signes de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. On vient de vérifier. La maladie que vous avez, c'est la trypanosomiase. On va vous mettre au traitement. Le traitement, il n'est pas dangereux. Si vous suivez bien ce traitement, vous allez guérir. Ces séquences sont tirées du film « La maladie du bout de la piste ». Un film documentaire sur la maladie du sommeil dont l'objectif premier est de sensibiliser sur ses dangers et la nécessité de se faire dépister. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire enregistre moins de 10 cas par an. Nous étions à 200 cas. Ce film doit être diffusé dans tout le pays pour que les populations soient informées que la maladie a existé et si on y prend garde, elle peut revenir. Le film de sensibilisation sur la maladie du sommeil dure 30 minutes. Il est réalisé par l'Institut Pierre Richer, un centre de recherche de l'Institut national de santé publique de Bouaké. Le film documentaire qui a été produit avec le concours du Programme national d'élimination de la trypanosomiase sera projeté dans toutes les zones endémiques, notamment Boisflé, Saint-Fra et Bonan. On sait où sont situés les foyers, on sait où sont situés les foyers hypo-endémiques, etc. Et donc dans chaque cas, nous avons mis en place des stratégies adaptées à chaque situation afin donc de parer à la situation. Lorsqu'une personne est détectée positive, eh bien la personne est traitée. Et le traitement, il est gratuit. La maladie du sommeil est transmise à l'homme par la mouche tsetse en le piquant. Elle sévit dans les zones de forte production de café, cacao, EVA, noix de cajou, bois de teck, ainsi que dans les marigots et les maraîchers. Parlons transport. Les acteurs clés du transit en Afrique de l'Ouest et du Centre ont tablé pendant 3 jours sur les conditions de transport et d'échange le long des corridors internationaux. Des travaux pour améliorer le transit dans ces 2 régions. C'est une initiative de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques des transports en Afrique et la Banque mondiale. Léon Brou. Les lourdeurs administratives et les longs délais d'accomplissement des formalités au corridor retardent les échanges commerciaux et freinent la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Constat de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. 3 organisations à l'origine des présents échanges et réflexions. Il s'agit pour les acteurs d'identifier dans chaque pays les bonnes et mauvaises pratiques de transit
et d'échanges le long des corridors internationaux. La finalité, harmoniser ces règles. D'abord, amener tout le monde à respecter la réglementation internationale. Il faut que entre les pays, il y ait une interconnexion. Il faut lever toutes les barrières physiques, les tracasseries, les faux frais. Et puis, il faut que les gens soient formés, ceux qui doivent faire les déclarations. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est essentiellement la baisse des coûts et l'amélioration de l'efficacité du système, donc la réduction des temps d'acheminement des marchandises, en commençant par la réduction des temps de séjour au port, l'élimination des barrières physiques le long des corridors, la facilitation des traversées de frontières et la livraison des marchandises à temps et en intégrité. Au bout de cette vision, la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'approche combine le développement des corridors, l'amélioration du régime de transit et la professionnalisation du transport. Pendant donc les 3 jours, les participants à cet atelier régional ont aussi réfléchi à trouver les voies et moyens pour y parvenir. Au chapitre politique, les conducteurs routiers de Côte d'Ivoire et de la sous-région ont organisé une journée hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ces acteurs ont salué les actions de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire menées par le chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée au siège de la représentation de la CEDEAO dans la commune de Cocody. Olivier Iriebi, Abou Sanogo. Construction de ponts, restauration des routes, prolongement d'autoroutes, des réalisations entreprises en Côte d'Ivoire s'inscrivant dans la modernisation des infrastructures de transport routier. C'est en reconnaissance des efforts du chef de l'État et du gouvernement en leur faveur que les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest ont initié une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. À ce stade du développement de la Côte d'Ivoire, nous pensons que les populations ivoiriennes qui ressentent les bienfaits des actions du président de la République, mais particulièrement les acteurs du secteur du transport routier, doivent pouvoir à un moment donné évaluer les effets de ces actions du chef de l'État et quelque part exprimer leur satisfaction. Pour ces acteurs, la politique du gouvernement est certes favorable au transport des biens et des personnes à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières, vu les nombreux acquis enregistrés. Cependant, des préoccupations demeurent. On doit avoir quand même l'accord de siège. Et deuxième, c'est le parking. C'est la difficulté aujourd'hui, le parking, parce que les gros camions aujourd'hui au port, tu ne peux pas circuler. Il n'y a pas de place pour garer. Le secrétaire de transport n'avait pas de convention collective. Et quatrième, c'est le gars moderne. Le représentant du ministre des Transports soutient pour sa part que le gouvernement a déjà pris des mesures pour faire face aux problèmes posés. Selon lui, la satisfaction des doléances contribue à l'accroissement du PIB. Avant 2011, c'était 7 jours pour rallier Abidjan à Lagos. Depuis quelque temps, ce n'est que 24 heures, au maximum 48 heures. Vous avez entendu également la réduction du nombre de barrages pour lequel nous avons travaillé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en deçà des normes communautaires. Après la mise en place du mécanisme visant à faire de la fluidité du transport une réalité en Côte d'Ivoire, le ministère en charge de l'intégration entend inviter les conducteurs à une rencontre d'évaluation. Prières de bénédiction, prestations artistiques ont meublé cette journée d'hommage aux transporteurs au président de la République. La coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire était face à la presse. Elle a fait part de sa détermination à contribuer à la promotion de la réconciliation dans le pays. Des membres de cette coalition souhaitent la mise en place d'un cadre en vue d'assurer la réinsertion de ceux qui envisagent de rentrer volontairement de leur exil. Abou Sanogo. Ils sont rentrés au bercail par vagues successives. Ils ont saisi la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara, pour signer leur retour au pays. Aujourd'hui, ces ex-exilés ivoiriens veulent désormais être des ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix, ils entendent faire la promotion de la réconciliation et la cohésion. Nous voudrons rendre un hommage au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Nous leur disons merci. Merci pour ce qui a été fait. Notre coalition est prête à s'engager à tout ce qui est processus de paix et de réconciliation, sans préalable. En tant que président, je le dis, parce que nous disons que
la stabilité, la paix dans un pays est gage de sécurité d'évolution. Par ailleurs, il souhaite qu'un cadre propice soit mis en œuvre pour assurer la réinsertion de ceux qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil. Aussi s'engage-t-il à aller à la rencontre de leurs camarades toujours en exil afin qu'ils reviennent au pays. Tous ceux qui nous écoutent, qui nous verront, nous leur disons de nous rejoindre. Nous avons ce droit d'avoir un regard vers toutes ces personnes que nous avons convaincues de pouvoir revenir et d'accepter la main tendue du président Alassane Ouattara. Un retour que nous voulons vraiment mettre à profit pour parler, pour échanger avec nos frères, nos sœurs, les Ivoiriens, de cette expérience-là, parce que le pays est une chose essentielle pour nous. Et aujourd'hui, nous disons Côte d'Ivoire first, la Côte d'Ivoire d'abord. Nous avons notre volonté de promouvoir la paix, promouvoir la cohésion nationale. Parce que c'est ça qui est l'enjeu. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 96% des Ivoiriens qui sont sortis sont rentrés. La coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix compte mener très bientôt des actions de sensibilisation et de promotion de la paix. Un mot d'éducation, le village de Caneux dans la commune de Danané veut se doter d'une nouvelle école en remplacement de l'ancienne constituée de hangars en paille. C'est une action de la municipalité qui a réalisé d'autres projets de développement pour un coût de 120 millions de francs CFA. Eugène Atoubi. Fini le temps où les enfants de Kineux, village dans la commune de Danané, recevaient l'instruction sous ces hangars de notre âge. C'est très difficile, parce que là, on n'est pas à l'abri des intempéries. Vous voyez, regardez le bâtiment qui est là-bas. Ça, c'est une salle de classe pratiquement décoiffée. Et c'est comme ça que nous travaillons ici. On avait un entretien les parents pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions parce que non seulement c'est vrai que le savoir devient difficile à dispenser, mais aussi ça va de la sécurité des élèves. Ce bâtiment nouvellement construit va désormais les accueillir. Il comprend 3 classes et un bureau pour le directeur. L'école primaire de Kineux, financée à hauteur de 25 millions de francs CFA par la mairie de Danané, fait partie d'un ensemble de 4 projets promis aux populations par le premier magistrat de la ville, Cissé Mamadou. Des projets entièrement exécutés, comme ici, au quartier Gontipleu, le marché de Gros, inauguré avec beaucoup de fierté par le préfet de Danané et ses invités. Au nombre de ceux-ci, le représentant de ONU Femmes, Jean-Claude Kwasi, le maire de Mans et les députés de Sipilou et Biankouma. Il y avait aussi la présidente du conseil d'administration de la FENASCO-Vici, Rélo Colette, qui invite les femmes de Danané à la cohésion et à la solidarité. Unissez-vous, travaillez ensemble. Quand ça ne va pas, en priant, ça ne va pas. Asseyez-vous, parlez, et puis vous dépassez ça, vous avancez. C'est ce que je voulais vous dire comme conseil. La difficulté majeure qu'on avait, c'est que nous n'avions pas de marché permettant à ces femmes de pouvoir écouler ces produits sur Abidjan, sur la Guinée ou sur le Libéria. D'où l'intérêt de la construction de ce marché, notre souhait que ce marché puisse profiter à un plus grand nombre de femmes de Danané. Le marché de Gros de Danané, d'un coût de 75 millions de francs CFA, cofinancé par la mairie de Danané et ONU Femmes, sera géré par les femmes elles-mêmes, qui devront élire la présidente du comité de gestion, avec les 3 autres projets que sont la construction de l'école de Kineux, le centre de groupage de Danané, la réhabilitation de la morgue de l'hôpital. La mairie de Danané aura investi au total 120 millions de francs CFA dans des projets socio-économiques au bénéfice des populations. On met le cap sur la ville d'Abangourou qui abrite un conservatoire des arts et métiers. Mais cette structure sous-régionale placée sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie est aujourd'hui à l'agonie. Grandeur et misère d'une grande école de formation au métier des arts, c'est un dossier signé Eugène Atoubi. Abangourou, chef-lieu de la région de l'Indénieux-Guablé. Dans cette localité, il y a un centre de formation dont on a presque oublié l'existence. Il s'agit du CRAMA, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abangourou. L'établissement fonctionne bel et bien, quoique postiche et dépouillé de toute sa majesté qui faisait l'orgueil et la fierté de toute une région. L'un des objectifs était de pérenniser ou de faire ressortir les valeurs culturelles à Caen. Nous devrions aller à la recherche, faire la documentation et venir enseigner, pratiquer ces arts-là au niveau de l'école. Retour dans le temps.
En 1995, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, décide de doter la région d'Abengourou d'un établissement de formation au métier de l'art. Ainsi, cette année 1995, la ville d'Abengourou abrite un collège d'enseignement artistique. Ce collège va se muer en conservatoire à la même année avec l'appellation Conservatoire régional des arts et métiers. Aujourd'hui, on est bien loin des beaux jours de cet établissement qui n'est conservatoire que de nom, happé par les problèmes à la fois structurels, pédagogiques et didactiques. Moi, comme ça, je suis batteur. Souvent, je fais les exercices. C'est dur parce que nous n'avons pas de batterie, tout ça. Maintenant, à la guitare aussi, souvent, on est nombreux. Tu es obligé toi-même de détacher une guitare. Si ça ne va pas, tu es obligé d'attendre que l'autre finisse. Normalement, quand on parle de conservatoire, nous devions avoir un minimum de matériel pédagogique pour pouvoir aboutir à nos fins. J'avoue que l'école est un peu en souffrance à ce niveau-là. En cette année académique 2017-2018 qui se poursuit, rien de nouveau ne s'est ajouté à l'existant. Ici, les années se suivent et se ressemblent. Un sentiment d'abandon plane sur l'établissement et il a fini par gagner aussi les apprenants, le corps enseignant et les encadreurs. Et comme le disent les apprenants eux-mêmes sur un ton où se mêlent amertume et désillusion, il ne fait plus bon vivre au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou. Tu peux continuer tout ici, mais tu ne peux pas avoir un diplôme qui te permet de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, les parents savent que je suis dans un endroit où je vais à l'école. Puis on apprend que bon, s'il n'y a pas d'évolution, tu es toujours dans le même coin, mais tu dis que tu vas à l'école. Donc si je quitte l'école, c'est pour ça. Le premier problème, c'est le diplôme. Beaucoup d'élèves abandonnent l'établissement en cours de chemin pour aller au CTA de Bingerville parce qu'au bout, il y a des diplômes. Alors qu'ici, nous avons même des bacheliers. Et donc, quand ils finissent, ils préfèrent repartir encore pour aller faire le bac H pour se retrouver à l'INSAC qui va leur ouvrir les portes de l'enseignement. Mais au CRAMA, le problème du diplôme n'est pas encore réglé. En plus de cela, les élèves ne sont pas boursiers ici, contrairement aux autres élèves en art dans les autres établissements. Ne serait-ce que pour cela, ils préfèrent aussi partir parce que l'art coûte cher. Pour l'image qu'il donne à voir, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, structure sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, est comparable à ces nombreux établissements en Côte d'Ivoire qui nécessitent une réhabilitation en profondeur. C'est un conservatoire presque dépeuplé. Seuls quelques apprenants y sont encore, au nom de leur amour pour l'art. Ils y reçoivent une formation en communication visuelle, sculpture, teinture et décoration textile, encadrée par 16 enseignants assurant les formations dans ces différentes filières. Dans notre travail, nous essayons quand même d'aller au-delà de ce que nous savons. Nous faisons des recherches en dehors de ce que nous savons. Et ces recherches, une fois au point, nous essayons de ventiler ça à qui de droit. J'ai aimé ces personnes qui peignent là. J'ai voulu faire comme eux. Et ça, je me suis lancée dedans et puis j'ai vu que ça va. Kossia est la seule fille des effectifs de 80 apprenants. L'existence de cet établissement est pour cette fille une aubaine et l'occasion de réaliser son rêve. D'autant que malgré les difficultés de tous ordres, la quinzaine d'apprenants qui en sort chaque année peut aisément exprimer son talent pour assurer sa propre réalisation. Nous faisons deux types de formations. Il y a les formations en cours du jour et les formations en cours du soir. Même les populations peuvent venir se former au métier des arts pour leur propre épanouissement. Beaucoup viennent avec des ambitions et quand ils voient que ces ambitions-là ne rentrent pas dans la formation, ils repartent. Alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent constituer même le vivier du CRAMA pour la production des œuvres. Parce que nous avons une galerie, notre travail aussi est de produire des œuvres que nous pouvons offrir à la population ivoirienne. Le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou a noué un partenariat avec le Conseil régional de l'Edenay-Duablin en 2012 en termes d'appui en prestations artistiques, moyennant une subvention annuelle. Mais à ce jour, rien. Et avec les maigres ressources qu'il reçoit de l'État, le Conservatoire des arts et métiers d'Abengourou s'accroche à la vie. Bien triste que depuis son ouverture en 1995, aucun ministre de la Culture n'y soit allé pour une simple visite. Le monde du football est en deuil. L'ancien joueur et sélectionneur français Henri Michel est décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans.
Ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, il avait également mené les Bleus de France, alors olympiques, en 1984, avant d'atteindre les demi-finales du mondial 1986. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. Après un bref passage sur le banc du PSG, Henri Michel se lance dans une aventure africaine, devenant en 1994 le sélectionneur du Cameroun. Un an plus tard, il rejoint la sélection du Maroc qu'il qualifie pour le mondial 1998, organisé par la France. L'élimination au premier tour le conduit aux Émirats arabes unis, puis à Laris Salonique en Grèce, avant d'être aux commandes des Aigles du Carthage de la Tunisie de 2001 à 2002. Le 8 mars 2004, il devient le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et conduit les éléphants en finale de la CAN face à l'Égypte. Mieux, il qualifie les éléphants pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde en Allemagne. Il compte 58 sélections en équipe de France et a disputé la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.